Simon Hassoun est un militant juif décolonial. De son enfance dans une famille juive pratiquante, à son séjour dans l'armée israélienne où il a vu le racisme s'exercer à l'encontre des Palestiniens, Simon Hassoun va petit à petit prendre ses distances avec le sionisme jusqu'à se revendiquer anti-sioniste. Des prises de position difficiles qui lui valent d'être insulté de traite par une partie de la communauté juive en France. Mais avec d'autres militants juifs décoloniaux, Simon a fondé Tzedek, une association qui se veut être un refuge pour tous les juifs qui militent contre le racisme d'État en France et pour la fin de l'apartheid et de l'occupation en Palestine. Comment tu as vécu, toi, ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe actuellement à Gaza ? Alors le 7 octobre, évidemment, a été extrêmement difficile à vivre, de par la violence des massacres, de par la violence de la réaction de la riposte israélienne. Ça a été très compliqué à vivre, à la fois sur le plan personnel, parce que on est quand même nombreux à Tzedek à avoir un lien avec Israël, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit en étant israélien soi-même. Donc ça vient remuer énormément de choses. Ça se répercute sur les relations familiales, sur les relations amicales. Et on est face à un tel niveau de violence qu'on passe par une étape un petit peu de sidération, de stupéfaction. Tout de suite après, c'est effectivement l'horreur face à ce qui s'annonçait comme étant une guerre génocidaire à Gaza, de par les déclarations des autorités israéliennes qui parlent d'animaux humains, qui parlent d'ouvrir les portes de l'enfer sur Gaza. Et qui explicitement en fait assume une politique génocidaire. Et de voir jour après jour l'application de ces discours-là en actes, de voir ce décompte infernal, vertigineux du nombre de morts à Gaza, effectivement, il y a quelque chose qui nous terrasse en fait dans ça. Là, moi, ce qui m'a sauvé, vraiment, c'est l'existence de Tzedek, qui, à partir du 7 octobre, a pris une autre dimension qu'on n'imaginait pas forcément, qui a été celle d'être un peu une maison, un peu un refuge quelque part pour énormément de personnes juives qui traversaient en fait ces mêmes états-là. Là où on a eu la confirmation qu'on répondait à un véritable besoin politique au sein de la population juive, c'est quand on a vu toute l'effervescence qu'il y avait autour de Tzedek, les demandes d'adhésion, les dizaines et dizaines de personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là, qui avaient besoin d'un espace de parole, qui avaient besoin d'un espace d'action aussi, qui avaient besoin de pouvoir discuter de tout ça, de se retrouver entre juifs aussi. Voilà, ça a fait énormément de bien et nous, ça nous a permis de prendre de la force pour intervenir dans la situation devant l'urgence de stopper le génocide à Gaza. Devant l'urgence de porter avec d'autres ce combat pour les droits des Palestiniens, pour porter avec d'autres surtout cette énorme instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme qui en France est venue masquer, est venue légitimer plutôt un véritable tournant autoritaire opéré par le gouvernement qui s'en prend à l'ensemble du mouvement social au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Voilà, Tzedek a servi un petit peu à tout ça, mais le 7 octobre et ses suites, parce qu'il faut aussi parler de la suite du 7 octobre, a été très très dur à vivre, effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, comment tu as grandi, d'où tu viens ? Alors moi, je suis né dans une famille juive séfarade, originaire d'Algérie, de Constantine. Donc je suis né en région parisienne. J'ai grandi la majeure partie de mon enfance et de ma jeunesse à Tours, en Indre-et-Loire. Et voilà, je nais dans une famille qui comme beaucoup de familles séfarades, entretient un rapport traditionnaliste à la religion. Donc je nais dans une famille qui est croyante, qui est pratiquante. Dans mon enfance, la vie communautaire d'ailleurs prend beaucoup de place, la vie familiale et communautaire. Et mon rapport à la judéité d'ailleurs, c'est d'abord ma religion. C'est-à-dire que ma judéité, c'est d'abord le judaïsme, c'est d'abord ma religion et ma vie communautaire. Donc des moments, il y en a beaucoup, que ce soit tous les Shabbats, tous les moments de fête juive, évidemment ma bar mitzvah, qui est un grand moment dans la vie juive d'un jeune homme, qui marque l'entrée dans le monde adulte.
J'ai plusieurs petits frères, j'ai beaucoup de cousins, donc c'est aussi énormément de moments festifs, comme les circoncisions, par exemple, les brit mila, les mariages des uns des autres, les bar mitzvahs des uns des autres. Donc voilà, tout ça font que ça tisse un peu voilà, tous les souvenirs que j'ai et qui font partie de ma mémoire d'homme juif et voilà, qui incarnent un petit peu mon rapport à la religion. C'est aussi le rapport à Israël. Pendant toute ma jeunesse, j'ai un rapport affectif, un attachement très fort à l'État d'Israël, comme c'est le cas pour beaucoup au sein des communautés juives. Donc c'est de la famille, des amis qui habitent là-bas, c'est des personnes de la famille qui décèdent et on fait le choix de les enterrer là-bas. C'est des vacances passées en Israël, c'est pour ma part, à l'âge de mes 16 ans, c'est des expériences assez fortes au regard du sionisme, parce que l'été de mes 16 ans, j'ai été effectuer un stage de volontariat dans l'armée israélienne. Ça a été un moment assez fort, à la fois parce que à l'époque, j'étais content de faire ça, ça répondait à certains besoins politiques. Mais également, c'est un moment important parce que je pense que c'est là-bas, à ce moment-là, où les premières ruptures avec mon attachement au sionisme et à l'État d'Israël ont commencé à s'opérer. C'est d'abord la rencontre avec des soldats, des jeunes israéliens qui étaient enrôlés à ce moment-là dans l'armée israélienne. Nous, on arrive de France, de Paris, avec énormément d'illusions et dans les yeux, énormément d'enthousiasme. Et peut-être que je m'attendais inconsciemment à rencontrer ce même enthousiasme, cette même ferveur auprès des soldats qu'on était venus aider. Et un des premiers chocs, ça a été ce rapport très désabusé qu'entretenaient ces jeunes Israéliens-là avec leur service militaire ou avec la politique israélienne. Ça a fait dissonance parce que pour moi, je m'attendais à ce que les soldats israéliens partagent la même ferveur, le même enthousiasme que moi. Et en fait, il n'en était rien. Et donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui a fait rupture à ce moment-là pour moi, ça a été l'attitude des autres jeunes avec qui j'étais parti. Et je me souviens notamment d'un épisode qui est resté vraiment en mémoire. On était en sortie à Jérusalem, dans le cadre de ce programme-là. Hein. C'est des programmes qui sont faits par l'État israélien. Donc on est en sortie à Jérusalem, on se balade dans la vieille ville et résonne l'appel à la prière. Et aussitôt, à ce moment-là, venant des jeunes qui faisaient partie du même groupe que moi, qui portaient les mêmes t-shirts que moi, j'entends des sorties racistes, rentre chez toi, sale arabe, etc., etc. Et là, ça a été un peu le choc parce que j'ai eu d'abord honte en fait de ces propos-là qui fusaient comme ça, de personnes qui n'étaient en plus même pas originaires de là-bas, qui faisaient partie du même groupe que moi, donc ça m'a mis assez mal à l'aise. Et je me suis dit, comment ça se fait que des personnes qui sont censées partager les mêmes valeurs, les mêmes idéaux que moi, au point de venir participer au même programme, puissent proférer des propos aussi abjects, de manière aussi éhontée. Voilà, sur le coup, j'ai pas compris, ça m'a fait honte, ça m'a fait un peu de mal. Et je pense que ça a été une première rupture qui va remettre en question la ferveur, l'enthousiasme que j'avais, qui va semer des doutes et qui vont me faire travailler, en fait, et qui vont faire travailler ma pensée politique. Donc voilà, ça, je m'en souviens, j'en ai vraiment gardé un souvenir. C'est pas à ce moment-là, d'un coup, où j'ai eu une révélation, une rupture, mais je pense que voilà, ça a semé les graines qui ont conduit à faire évoluer, en fait, ma pensée, mes positions. Et alors là, tu nous dis que ton rapport à Israël va changer. En quoi il va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que l'idée que j'avais d'un État israélien qui incarnait nécessairement des valeurs ou des idéaux d'égalité, de justice, de libération, va commencer à s'effriter à ce moment-là. Je reviens en France, c'est à ce moment-là que je me politise, et que je me politise à gauche et de plus en plus à gauche. Et à un moment donné, il va y avoir une dissonance entre mes idées de gauche, mon attachement à l'égalité, mon attachement aux luttes de libération nationale, anticoloniale, et la politique israélienne, qui, à ce moment-là, poursuit sa droitisation, voire son extrême droitisation. Ça va faire dissonance et ça va m'amener progressivement à abandonner les positions que j'avais. Moi, à l'époque, j'étais
très sioniste, j'étais un fervent défenseur de la politique israélienne, y compris de droite, pour une raison qui est simple, c'était que, à ce moment-là, pour moi, attaquer Israël, critiquer l'État d'Israël, c'était nécessairement critiquer, s'en prendre aux Juifs. Critiquer la politique israélienne, c'était faire preuve plus ou moins, enfin, d'une certaine forme d'antisémitisme. Euh, Or, à un moment donné, je vais me rendre compte qu'il y a un antagonisme entre les idéaux qui me portaient et le fait de soutenir la politique israélienne, et y compris de déconstruire le roman national qu'il y a derrière la politique israélienne. Chaque pays, chaque nation, chaque État a son roman national qui légitime les institutions en place, qui légitime sa politique. Comme beaucoup, j'ai été bercé par ce roman national-là. Et à un moment donné, je vais être amené à remettre en question ces discours-là, et à déconstruire un petit peu ça, à rencontrer des Israéliens, des Palestiniens, à lire les travaux, par exemple, des nouveaux historiens israéliens qui vont mener ce travail-là de déconstruction en Israël. Bref, voilà, toutes ces rencontres vont m'amener à remettre en question ce qui était jusqu'à là mes positions. Je vais devenir ce qu'on peut appeler d'abord un sioniste de gauche, en essayant un petit peu de tenir les deux bouts, de ne pas renoncer complètement à ce qui m'a longtemps fait rêver, à cet idéal sioniste, mais tout en essayant de dire qu'on ne peut pas en fait maltraiter à ce point les Palestiniens, qu'il faut trouver un terrain d'entente, etc. Et puis voilà, progressivement, je vais abandonner cette position-là, je vais devenir à un moment donné peut-être asioniste, en essayant d'évacuer cette question-là qui me mettait mal à l'aise quelque part, parce que ça devenait de plus en plus difficile à tenir ces deux bouts. Et puis, et notamment grâce à la rencontre avec les camarades et les militants de l'Union juive française pour la paix, je vais enfin pouvoir assumer, en tout cas redécouvrir ce qu'était l'antisionisme. J'ai découvert que l'antisionisme, c'était y compris d'abord un courant politique développé par des juifs. Et surtout, je vais trouver d'autres personnes juives qui, eux, tiennent ce discours-là, ce qui est extrêmement réconfortant quand on sort de tout ça. Et c'est à ce moment-là que je m'assume en tant qu'antisioniste, à la fois pour les droits des Palestiniens, mais à la fois aussi pour les droits et les intérêts des Israéliens et des Juifs en général, parce que je considère que personne n'a intérêt à vivre dans une situation coloniale. Évidemment, pas les colonisés, qui en sont les premiers à payer le prix, mais non plus les colonisateurs qui s'abîment finalement dans ce rapport-là, qui subissent aussi la contre-violence des colonisés, et qui ne peuvent pas avoir d'avenir digne, stable, en paix, en sécurité, tant que le fait colonial persiste. Justement, il y a ce mot sionisme qu'on entend un peu partout, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est le sionisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, le sionisme, c'est un mouvement politique, une idéologie qui naît en Europe plus ou moins à la fin du 19e, dans un climat où l'antisémitisme se déchaîne dans toute l'Europe. Évidemment en Europe orientale, avec de nombreux pogroms, un antisémitisme d'État très très violent, mais y compris en Europe de l'Ouest, en réaction à ce qu'on a appelé l'émancipation des Juifs, suite à la Révolution française, où les Juifs sont considérés comme des étrangers, des ennemis de l'intérieur, des ennemis de la nation, des agents corrupteurs, etc. Le sionisme naît en réaction à ce contexte et se pense d'abord comme un mouvement qui vise à transformer les Juifs en Européens. L'idée des pères fondateurs du sionisme, comme Theodor Herzl par exemple, c'est d'en finir avec l'antisémitisme, mais en ayant d'abord intériorisé la pensée elle-même antisémite. C'est-à-dire que pour Herzl, le problème, ce n'est pas l'Europe antisémite, ce sont les Juifs qui, dans ses écrits, sont dépeints avec des mots extrêmement violents, extrêmement racistes, qui témoignent bien de l'intériorisation de cette pensée européenne par les pères fondateurs du sionisme. Les Juifs sont quand même décrits comme étant des êtres arriérés, extrémistes, sales, efféminés, etc. Donc tout le vocabulaire de la pensée coloniale européenne. L'idée donc, c'est de transformer les Juifs en Européens. Et comment transformer les Juifs en Européens ? En permettant l'établissement d'un État-nation juif construit sur le modèle européen.
C'est dans cet espace-là que peut être possible la transformation des Juifs. Donc il y a dans le sionisme cette idée qu'on retrouve dans d'autres idéologies issues de la modernité politique européenne, occidentale, qui est cette question de l'homme nouveau. On va essayer de fabriquer un homme nouveau, un Juif nouveau en l'occurrence. Donc ça, c'est la première chose sur le sionisme. Ce qui fait que le sionisme va être pensé par ses pères fondateurs comme un mouvement inscrit dans l'expansion coloniale européenne. Parce que la question qui se pose, c'est qu'il faut trouver un espace dans lequel pouvoir construire cet État-nation juif. Or, comment trouver à l'époque un espace disponible ? Via la colonisation. C'est toute l'histoire de la colonisation européenne, c'est d'aller s'accaparer des terres dans les pays du Sud pour se les approprier. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec le sionisme. Donc, au début, plusieurs lieux sont en débat. On parle de l'Ouganda, par exemple, on parle de l'Argentine, etc. Les sionistes vont vite s'apercevoir que pour pouvoir faire adhérer les masses juives européennes à leur idéal, il faut parler un petit peu à leur affect. Et il y avait quand même très peu d'affect dans les masses juives européennes pour l'Ouganda ou pour l'Argentine. Cependant, pour la Palestine, qui est dans le judaïsme Eretz Israël, qui est la terre d'Israël, c'est un lieu très central, très important, très fondamental même pour le judaïsme. Et dans un contexte où les puissances européennes sont en train de préparer déjà l'après-Empire ottoman, le démantèlement de l'Empire ottoman, la Palestine est consacrée pour accueillir le futur État-nation juif. Donc voilà ce qu'est le sionisme. Le principal problème étant que cette terre de Palestine est habitée par un peuple autochtone, qui sont les Palestiniens. Lors de la guerre israélo-arabe de 1948, plus de 700 000 Palestiniens sont contraints à l'exil. C'est la Nakba. Cela signifie la catastrophe en arabe. Et pour cette raison, le sionisme va prendre une dimension coloniale. C'est-à-dire que le sionisme, c'est certes à la fois une réaction à un certain contexte antisémite en Europe, mais à partir du moment où il se fixe comme cadre pour se réaliser la terre de Palestine, qui est habitée par les Palestiniens, le sionisme devient par nature un projet, un mouvement colonial. Donc voilà ce qu'est le sionisme. En 1948, l'État d'Israël est fondé et proclamé. Mais la logique d'accaparement des terres, de dépossession du peuple palestinien va se poursuivre sous les différents gouvernements israéliens, jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit évidemment ce qui se passe à Gaza, c'est aussi la continuité de la colonisation en Cisjordanie, ou y compris à Jérusalem-Est, par exemple. C'est l'affaissement des droits des Palestiniens à l'intérieur des frontières de 1948. On se souvient 2018, la loi fondamentale qui est votée en Israël et qui exclut les citoyens palestiniens du droit à l'autodétermination nationale, ce qui est même un recul par rapport à 1948. La loi État-nation. La loi État-nation. Donc on voit bien que malgré l'établissement de l'État d'Israël en 1948, le sionisme en tant que mouvement colonial, en tant qu'idéologie, se poursuit, se maintient et s'actualise à travers les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui. Donc tu l'as dit, tu te définis comme antisioniste. À cet égard, tu as rejoint donc l'Union juive française pour la paix, mais il y a aussi un autre mouvement que tu vas cofonder avec d'autres juifs de gauche qui s'appelle Tzedek et qui se définit comme un mouvement de juifs décolonial. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc Tzedek, c'est un collectif qui est fondé en juin 2023. On était 5-6 à l'époque, issus du mouvement social, issus de l'UJFP ou issus des luttes antiracistes et décoloniales. On se rencontre sur ces différents terrains-là et on a en commun le désir de fonder un collectif pour porter une voix juive décoloniale. Pour lutter contre le racisme en France et en Israël-Palestine, pour lutter contre le colonialisme, et tout en mettant au centre de notre engagement notre rapport à la judéité et au judaïsme. Ce qui est peut-être un petit peu la différence avec l'UJFP, c'est-à-dire que nous, à Tzedek, on a vraiment au cœur de notre identité cette question de la judéité et du judaïsme. Donc il y a cette phrase dans votre manifeste qui m'a marqué et qui dit « Aujourd'hui, l'État français et sa politique assimilationniste continuent d'abîmer les Juifs et les Juives. Ni trop visibles, ni trop barbares, nous sommes acceptables à condition de rester des victimes éternelles,
pour permettre à l'État de se rêver comme notre protecteur. En réalité, il continue de fabriquer les conditions de notre disparition par son racisme et son rapport identitaire à la laïcité, la mise en avant d'une prétendue culture judéo-chrétienne et l'association de juifs, juives, français, françaises à l'État d'Israël, faisant de nous des citoyens et des citoyennes à part. Oui, c'est peut-être d'abord un constat qui est que l'État français ne s'est pas complètement débarrassé de l'antisémitisme, dans le sens où l'antisémitisme continue d'irriguer, de travailler une part non négligeable des personnes qui composent, qui occupent la haute fonction publique, qui font partie des partis politiques au pouvoir, etc. Un exemple assez récent, on peut le retrouver sous la personne de Gérald Darmanin, qui, dans son dernier livre, encense la politique napoléonienne à l'égard des Juifs, en reprenant à son compte des vues, des clichés antisémites sur les Juifs usuriers, par exemple, qui étaient ceux de Napoléon à l'époque. On pense aussi aux tentatives de rétablir la mémoire de Maurras ou de Pétain, par exemple, comme Macron a essayé de le faire. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat qu'il faut noter, c'est que le fait que l'État français lutte contre l'antisémitisme s'inscrive dans une forme de reconnaissance vis-à-vis de la Shoah, par exemple, et de la déportation, c'est quelque chose d'assez récent. Il va falloir attendre 1996 pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans la déportation des Juifs de France. À l'issue de toute une décennie de lutte pour la mémoire de la Shoah. Donc voilà, donc cette histoire-là n'est pas venue de nulle part, elle ne vient pas du bon vouloir comme ça de l'État français. Voilà, il a fallu lutter pour que cela soit le cas. Troisième constat, c'est que l'État français lutte contre l'antisémitisme, mais a mis à son agenda la lutte contre l'antisémitisme à partir de cette reconnaissance-là, mais surtout à partir des années 2000, au moment où l'idée du nouvel antisémitisme, qui définit l'antisémitisme comme étant essentiellement le fait de la gauche, des populations arabo-musulmanes et des luttes anticolonialistes, c'est à partir du moment où cette idée commence à irriguer la classe politique et intellectuelle française que l'État, finalement, met à l'agenda le fait de lutter contre l'antisémitisme. Le constat qu'on fait, ce qu'on observe, c'est que cette manière de lutter contre l'antisémitisme, elle répond surtout à un objectif qui est la réaffirmation de l'autorité de l'État. Quand l'État lutte contre l'antisémitisme, c'est d'abord pour se légitimer en tant qu'État arbitre, qui va venir réguler des relations intercommunautaires qui sont perçues comme conflictuelles, par exemple. Donc d'une part, c'est pour ça, et d'autre part, pour donner de l'eau au discours stigmatisant contre d'autres minorités, et notamment contre les populations qui sont issues de l'immigration post-coloniale. Cette manière de se légitimer, cette manière de faire de l'État un État au-dessus des conflits, de la conflictualité sociale, en réalité, ça a ses racines dans l'histoire coloniale de la France. Quand on prend la politique française au Maroc ou en Algérie, par exemple, on trouve énormément d'exemples où l'État vient réaffirmer son autorité, alors même qu'il contribue à racialiser les rapports sociaux entre les différents groupes, entre les différentes populations, et en même temps que lui-même est à l'initiative de politiques racistes. C'est pour ça que nous, on dit souvent qu'un État qui mène des politiques racistes ne peut pas lutter contre l'antisémitisme, parce que la lutte contre le racisme ne peut pas se diviser. Donc, il y a quelque chose dans cette manière de lutter contre l'antisémitisme qui est, d'une part, complètement contre-productive, parce que le ressentiment social contre l'État est redirigé vers la population juive. Il est contre-productif et surtout, il est détourné de l'objectif qui serait de faire reculer l'antisémitisme dans la société. Il est détourné pour alimenter le racisme contre d'autres minorités. C'est une manière, pour le dire plus simplement, de dire que les populations issues de l'immigration post-coloniale ne sont pas républicaines. Elles ne sont pas civilisées.
etc. Et en miroir, de dire que l'État est républicain, que l'État est civilisé, etc. Donc, on a un espèce de jeu à trois têtes. On aurait d'un côté les Juifs, d'un côté les autres groupes minoritaires et d'un côté l'État, qui est extrêmement dommageable pour les Juifs parce qu'il tend à nous isoler des autres groupes minoritaires. Il nous isole de la gauche, comme si les Juifs n'avaient pas intérêt, comme tous les autres groupes sociaux, à voir la gauche gagner du terrain et changer la situation sociale et économique du pays. Et il nous isole dans un tête-à-tête avec un État qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas tourné la page réellement de l'antisémitisme. Juste un exemple très très simple pour en prendre la mesure, c'est que quand il est question par exemple d'interdire le halal ou d'interdire certains rites religieux musulmans comme la circoncision par exemple ou l'abattage rituel, eh bien, effectivement ça concerne aussi les juifs. Donc parce que la viande cachère pourrait être interdite de la même manière, etc., etc. Donc on a effectivement une vision très identitaire de la laïcité qui, d'un discours qui est à l'origine s'adressait à l'État, c'est à l'État d'être laïque, devient un discours pour dire qui est français et qui n'est pas français, qui a le droit de compter parmi la communauté nationale légitime, qui n'a pas le droit. Et ça, c'est effectivement une vision très identitaire, très réactionnaire de la laïcité, qui n'est pas à l'esprit de la loi de 1905, et qui aujourd'hui est transformée en outil politique, qui n'a plus rien à voir avec la protection des cultes, qui n'a plus rien à voir avec la protection, avec la lutte contre le racisme, mais qui a tout à voir avec la légitimité de l'autorité de l'État. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que depuis les années 2000, cette mise à l'agenda de la question de l'antisémitisme passe toujours par un soutien à l'État israélien. Ça, c'est un discours qui est très, très dangereux pour les Juifs parce que c'est une manière d'essentialiser les Juifs dans un soutien à l'État d'Israël. Et surtout, c'est une manière d'amalgamer l'ensemble des Juifs à la politique israélienne. Et on voit bien aujourd'hui les effets extrêmement dangereux de ces discours-là, puisque il arrive que certains Juifs soient agressés ou attaqués parce que assimilés à la politique israélienne. Et ces actes-là, ils sont encouragés, ils sont favorisés, ils sont même facilités par ce discours qu'on entend partout, que les Juifs collectivement soutiennent l'État israélien, que s'en prendre à la politique israélienne, c'est une manière d'être antisémite. Macron disait d'ailleurs que l'antisionisme est une forme réinventée de l'antisémitisme. Donc, je l'ai dit lors du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Tous ces discours-là favorisent en fait ces amalgames qui se traduisent dans la réalité sociale par des actes malveillants, par des actes violents envers les Juifs. Est-ce que tu peux préciser juste pour les gens, justement, cette histoire d'amalgame entre antisionisme et antisémitisme? Pourquoi l'antisionisme n'est pas forcément de l'antisémitisme? Alors, l'antisionisme, c'est des idées qui d'abord naissent au sein de la population juive. Historiquement, l'antisionisme, ce sont des juifs qui refusent le sionisme en tant que discours sur les juifs, qui refusent de se reconnaître dans la nationalisation, quelque part, de leur identité. Et donc, il y a beaucoup de juifs qui, pour des raisons très différentes, vont développer un discours antisioniste. Il y a des juifs religieux pour qui le fait d'être juif passe par l'étude de la Torah, par le lien au divin, à la transcendance, et pour lesquels le sionisme vient un peu comme une hérésie, dire il est possible d'être juif sans passer par la Torah, sans passer par la religion. D'autres juifs, libéraux, assimilationnistes, vont voir dans le sionisme un danger par rapport à l'assimilation que eux-mêmes appellent de leur vœu pour les juifs européens. En se disant, mais non, nous, notre place, nous sommes par exemple des citoyens français, israélites, et le sionisme vient entraver notre intégration, notre assimilation à la nation, à la République française. Et il y a d'autres juifs qui se reconnaissent par exemple, dans le nationalisme culturel et socialiste du Bund, qui est un grand mouvement juif travailliste en Europe de l'Est à l'époque, ou chez des militants socialistes révolutionnaires comme les bolcheviks par exemple, qui voient dans le sionisme une forme de politique bourgeoise, réactionnaire, qui vient entraver l'émancipation réelle des Juifs en Europe. Donc pour des raisons différentes, beaucoup de Juifs vont développer un discours antisioniste et vont s'opposer au sionisme.
Pour répondre à la question, l'antisionisme est un discours contre le sionisme et contre la politique israélienne. En soi, il n'y a rien d'antisémite à être contre le sionisme ou à être contre la politique israélienne. Il y a donc énormément de juifs qui ne se reconnaissent pas du tout dans le lien avec l'État d'Israël. Et c'est le cas partout, et notamment y compris aux États-Unis, où ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est qu'une large partie de la jeunesse, notamment juive, rompt avec le soutien inconditionnel à la politique israélienne. Enfin, on entend beaucoup que l'antisionisme, s'il venait à être appliqué, reviendrait à jeter les Israéliens à la mer ou déboucherait automatiquement sur des massacres à l'égard des Juifs israéliens. Or, en fait, l'antisionisme ne vise pas du tout à jeter à la mer ou à faire sortir d'un pays une population, il vise à transformer les institutions israélienne, en l'occurrence. C'est un projet de transformation sociale qui est conçu comme bénéfique à la fois évidemment pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Parce qu'on pense, nous, que le fait de vivre en colon en Palestine n'est pas le seul horizon possible pour les Israéliens et que cette vie-là qui est faite de violence, de guerre, d'oppression n'est pas un horizon indépassable pour les Israéliens qui ont le droit à autre chose. Donc l'antisionisme n'est pas du tout une forme d'antisémitisme. Ça n'empêche pas que des antisémites peuvent mobiliser un discours antisioniste pour masquer ou non leur antisémitisme, évidemment. Mais de là à amalgamer ce qu'est l'antisionisme avec l'antisémitisme, c'est une erreur. Est-ce que c'est difficile pour toi sur un plan personnel, au niveau de ta famille, de tes amis, tu l'as dit, qui vivent en Israël, de tenir les positions que tu tiens? Oui, c'est difficile parce que ce sont des positions qui sont très minoritaires au sein des communautés juives. Donc forcément, ça peut opérer des ruptures familiales, ça peut opérer des ruptures amicales, de l'incompréhension, de l'hostilité. Donc il y a un prix à payer, effectivement, un prix personnel à payer pour ces positions. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir des parents qui n'ont pas rompu avec moi, et même si on a des désaccords qui acceptent en fait ces désaccords-là, qui ne me stigmatisent pas comme étant un traître ou je ne sais quoi. Voilà, j'ai la chance d'avoir ces parents-là. C'est pas le cas avec toute ma famille. Mais on est beaucoup à Tzedek à payer ce prix-là, à vivre très mal les réactions familiales ou autres vis-à-vis de ces positions. Et je dirais que ce qui est le plus douloureux en fait dans ces choses-là, c'est que ce qui nous anime à Tzedek, contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas une animosité envers les Israéliens ou encore moins évidemment envers les Juifs, ce serait absurde. Mais ce qui nous anime, c'est vraiment un amour très fort en fait pour nos communautés, pour nos familles, pour nos amis. Et si nous, on tient les positions qu'on a, anticolonialistes, décoloniales, antisionistes, c'est parce qu'on voit comment le colonialisme et le sionisme nous abîment collectivement. C'est parce qu'on voit que la violence qui est générée par le colonialisme finira de toute manière à se répercuter sur nous. Et le 7 octobre vient très tragiquement confirmer cette chose-là. On est vraiment porteur d'un projet d'amour, de sauvetage presque, envers les nôtres. Et c'est ce qui est peut-être le plus dur à vivre, c'est que ce n'est pas compris comme ça. Alors il y a des raisons historiques, politiques, pour lesquelles nos positions sont aussi minoritaires. Donc le fait de pouvoir comprendre ça nous permet quand même de mieux le vivre. Nous, on espère qu'à un moment donné, les conditions changeront, les lignes bougeront, ce qui permettra au judaïsme, au paysage du judaïsme, de retrouver plus de pluralité, plus d'hétérogénéité, plus de richesse, et de réunir un petit peu les conditions pour que les choses soient différentes après. Mais voilà, c'est peut-être ce qui est le plus dur à vivre, c'est de porter ce projet politique-là et d'être stigmatisé comme un traître ou comme... alors après, il y a
énormément de choses très dures qui peuvent être dites. On est des faux juifs, on n'est pas vraiment juifs, on est des traîtres, on est des tokens, des larbins, etc. etc. Nous, on est convaincus de porter une voix qui est porteuse d'espoir pour les juifs, pour les Israéliens, qui est porteuse d'une autre façon de vivre, qui est porteuse de fin de ce cycle de violence ininterrompu. Etc. Donc, loin des idées reçues, nous, on ne veut mettre personne à la mer, on ne veut jeter personne à la mer. Au contraire, moi, je pense qu'on est les seuls à porter un discours qui pose les conditions, voilà, pour que une véritable coexistence, pour que la dignité, la sécurité, l'égalité pour tous soit possible. Est-ce qu'il est arrivé aussi qu'on te traite d'antisémite? Oui, ça peut arriver. Alors, en général, sur les réseaux sociaux. Bon, je prête pas beaucoup d'attention à ces propos-là, souvent parce qu'ils émanent de personnes qui sont facilement identifiables comme étant vraiment à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc ça a pour moi pas beaucoup de valeur. En revanche, le discours qu'on entend beaucoup, il est celui que nous serions des militants tokens, c'est-à-dire qu'en fait, on servirait la soupe quelque part aux antisémites. Donc nous, c'est un discours qu'on récuse totalement. Nous, on combat l'antisémitisme, d'où qu'il vienne de l'extrême droite, de la droite, qu'il soit le produit, les répercussions de la politique israélienne, qu'il vienne de personnes qui s'identifient comme étant à gauche ou quoi, ça peut arriver. Nous, on combat d'où qu'il vienne l'antisémitisme et on n'a aucun problème avec ça. Donc voilà, c'est un discours qu'on entend beaucoup et qui vient se substituer à un véritable débat politique où on pourrait discuter argument contre argument. Voilà, souvent, ça vient un petit peu prendre la place de cette discussion. Est-ce que tu as l'espoir que cet idéal pour lequel tu te bats, il soit un jour majoritaire? Oui, moi je garde espoir. Ce que je sais, c'est que pour que les lignes bougent à ce point-là, il faudrait d'énormes bouleversements politiques, sociaux, qui permettraient de faire basculer un petit peu le rapport de force. Nous, c'est pour ça qu'on se bat. C'est ce qui nous fait tenir cet optimisme-là. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y a aucune raison pour dire que c'est impossible. Alors, c'est pas demain la veille, ça c'est clair, mais on a vu dans la longue histoire de l'humanité, il n'y a pas besoin de remonter très loin pour ça, que des grands changements comme ça existent en fait. Et nous, aujourd'hui, on est quand même le produit d'une histoire longue qui n'est pas sans rebondissement, sans grand bouleversement, sans grande bifurcation historique. Toute la pensée critique, toute l'histoire de la pensée révolutionnaire, elle est fondée sur cette croyance en qu'il est possible de rompre la continuité historique. Donc il n'y a rien qui aujourd'hui nous ferait dire que c'est impossible ou que cela n'arrivera jamais. Par contre, il y a énormément de choses à faire dans l'immédiat pour ça. Et la première des priorités aujourd'hui, c'est de tout faire pour qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza, pour que cesse cette guerre génocidaire. Il y a tout un mouvement de solidarité internationale qui vise à contraindre les gouvernements israéliens à changer de politique. Ça, c'est également un facteur d'espoir, un levier à activer pour avancer, voilà, dans nos objectifs. Et nous, de France, ce qu'on pense, c'est que peut-être la meilleure manière qu'il y a d'aider la lutte du peuple palestinien, c'est aussi de lutter contre notre propre impérialisme, de lutter contre l'État français qui soutient l'État d'Israël, qui avec les autres États occidentaux font qu'il est possible pour Israël de continuer sa politique. Et je parle de la politique israélienne, mais effectivement, quand on parle de la France, il y a énormément à faire pour lutter contre cet impérialisme-là, en Afrique de l'Ouest, dans le Pacifique, dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la Kanaki notamment. Donc voilà, on a du pain sur la planche, mais on pense qu'il n'y a aucune raison de se dire que c'est impossible, et la longue histoire des luttes sociales nous montre l'inverse. Face à tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire le colonialisme, ce qui se passe actuellement à Gaza avec l'intention génocidaire du gouvernement israélien face à la population, quelle serait la solution selon toi?
Ça serait quoi, de faire 2 États? Un seul État? Donc, pour moi, la solution, elle doit se fonder sur la décolonisation, c'est-à-dire sur l'institution de l'égalité et de la justice pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Que ça prenne la forme de un ou deux États, ça ne dit rien, finalement, du rapport entre les deux populations. Il pourrait y avoir demain 2 États, que ça ne changerait rien entre l'inégalité et les politiques de dépossession et d'oppression des Palestiniens. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a qu'un État de la mer au Jourdain, qui est l'État israélien, et qui institue un régime d'inégalité, qu'on appelle régime d'apartheid, entre Israéliens et Palestiniens. Le problème actuel, et qui rend cette question de un ou deux États un petit peu secondaire à mes yeux, c'est que aujourd'hui, les conditions pour qu'il puisse y avoir 2 États ne sont pas réunies. Quand on voit l'avancée de la colonisation en Cisjordanie, on se demande sur quel territoire pourrait être fondé un État palestinien qui n'a ni le contrôle de ses frontières, ni de son espace aérien, etc. etc. Par ailleurs, on voit bien que les deux populations, aujourd'hui, ne veulent pas vivre dans un État commun. Et donc il est absurde de vouloir imposer comme ça une coexistence au sein d'un même État, alors que ni Palestiniens ni Israéliens ne veulent vivre pour l'instant ensemble. Les Israéliens, parce qu'on a rarement vu des décennies de colonialité et de colonialisme donner un sentiment de volonté de vivre ensemble chez les colonisateurs. Et évidemment, les Palestiniens n'envisagent pas aujourd'hui de vivre dans un même État avec leurs bourreaux actuels. Donc les conditions pour qu'il y ait un État ne sont pas réunies, les conditions pour qu'il y ait un État binational ou pas ne sont pas réunies non plus. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut ce qui est la solution à mes yeux, c'est de continuer cette lutte contre le fait colonial, pour la transformation des institutions israéliennes, pour la question du droit au retour des réfugiés et des réparations, pour la reconnaissance de la Nakba et de la dépossession des Palestiniens. Que ça prenne la forme d'un État ou de 2 États, je pense que c'est aux populations concernées de trancher. C'est un agencement institutionnel, juridique, qui, à mon avis, ne nous appartient pas, nous, en tant que soutien de la solidarité. Donc c'est pour ça que moi, la réponse que j'ai à cette question d'un ou 2 États, c'est de dire, peu importe qu'il y ait 1 ou 2 États, il faut qu'il y ait justice, réparation et égalité. Après, évidemment, dans l'idéal, moi je pense que le projet historique du mouvement national palestinien est juste, c'est-à-dire un État laïque, démocratique, qui traite à égalité l'ensemble de ses citoyens, quelle que soit leur religion. Mais il faut pour ça que les conditions soient réunies. Malheureusement, elles ne le sont pas aujourd'hui, et il faut se battre pour que demain ce soit le cas.